Comme député à 6 000 € par mois ou comme ministre à 11 000 € par mois, vous ne le sentez peut-être pas, mais il y a une véritable urgence sociale en Wallonie. La pauvreté touche un enfant sur 4. Un enfant sur 10, à la fin de sa scolarité, ne sait pas bien lire et calculer dans la vie quotidienne. Le taux de chômage des jeunes est de 22%. Les factures d'électricité explosent. Une augmentation de 50% en 5 ans. Il y a 40 000 personnes qui attendent un logement social, tandis que les soins de santé sont de plus en plus difficilement accessibles. Et l'urgence est également climatique. Avec 37% de baisse des émissions de CO2, on pourrait penser que la Wallonie est sur la bonne voie, mais cette diminution est surtout due aux fermetures de grandes entreprises comme ArcelorMittal. Nous n'avons pas besoin de fermetures, nous avons besoin de politiques climatiques qui ne sont pas encore là. Avec seulement 12% d'énergie renouvelable, l'effort à faire est énorme. À la lecture de l'accord bleu coquelicot, on ne voit pas ce qui va permettre de répondre à cette urgence sociale. Il y a certes quelques bonnes intentions, notamment au niveau climatique, mais il y a surtout beaucoup de questions par rapport au flou du texte, comme si vous aviez voulu lancer un grand écran de fumée. Il n'y a pas d'accord sans budget. La question du budget, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de réaliser, ou pas, les engagements qui sont faits. La différence entre la parole et les actes. On peut comprendre que tous les tableaux ne soient pas prêts maintenant, jusqu'en dans les derniers détails, mais l'absence quasi totale d'orientation budgétaire ne peut rassurer personne quant aux garanties de voir se réaliser les initiatives économiques, sociales et écologiques qui sont dans l'accord. La politique d'investissement, alors que ce gouvernement propose d'investir 4 milliards à ajouter aux 5 milliards prévus par le gouvernement précédent, est abordée en 25 lignes au chapitre 5, alors que le chapitre 29 aborde budget et fiscalité en 10 lignes. Ce sont les chapitres les plus courts de tout le texte, qui fait tout de même 122 pages. C'est assez interpellant sur le plan démocratique, car on cache aux citoyens les arbitrages qui seront finalement opérés. C'est seulement au fur et à mesure des interviews que l'on peut commencer à comprendre quelle est la stratégie de ce gouvernement. C'est ainsi que l'on a pu entendre le vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsu, évoquer des économies de fonctionnement, des rationalisations et même de réaliser des actifs. Les travailleurs et les travailleuses de notre région comprennent très bien ce que les deux premières expressions signifient. Le prochain gouvernement va économiser dans les services publics et il va continuer sa politique de diminution des effectifs dans la fonction publique aux grandes dames de ces agents qui sont déjà pas mal sous pression. Le gouvernement va aussi réaliser des actifs, ce qui signifie vendre éventuellement des bâtiments publics ou des parts détenues par la région dans des sociétés comme la Sonaca, Safran Booster, NLMK ou la Fenderstan. Pour nous, il est clair qu'il ne saurait être question de mettre en danger ces emplois. La Wallonie est en déficit d'1,3 milliard d'euros et a une dette de 21 milliards d'euros. Tout cela pour un budget total de près de 14 milliards. Qui peut croire que reporter l'équilibre de quelques années suffira? Ou que sortir l'un ou l'autre investissement du calcul pour le déficit permettra de répondre justement aux besoins d'investissement? La seule voie possible est de tourner le dos aux règles budgétaires européennes contraignantes. Mais les partis du nouveau gouvernement ont déjà déclaré qu'ils ne feront rien sans l'autorisation des autorités européennes. Du coup, la réalisation des promesses contenues dans cet accord dépend exclusivement de la permission de l'Europe de Charles Michel ou de Didier Reynders d'investir pour une politique sociale et écologique. Est-ce que cette autorisation nous est acquise? Certainement pas. C'est là qu'il aurait fallu un engagement ferme de la part d'un gouvernement wallon courageux de ne pas se soumettre aux diktats budgétaires européens. Vous savez bien, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que si l'Europe dit non, il ne restera que deux options. Soit des économies qui feront payer de manière directe ou indirecte les citoyens, soit des PPP. Les PPP sont des partenariats entre des sociétés privées et les autorités publiques pour la mise en place ou le maintien d'un service aux citoyens. Seulement, il est de notoriété publique que bien souvent, c'est très intéressant pour la grosse boîte privée, que c'est une dépense très importante pour les fonds publics et que le service aux citoyens est bien souvent de mauvaise qualité ou fort coûteux. C'est exactement ce qui s'est passé avec le chantier du tram à Liège, qui aurait coûté bien moins cher au pouvoir public s'ils avaient financé et géré tout le chantier eux-mêmes au lieu de passer par une boîte privée.
En effet, la société financière DIF, qui représente 80% du consortium Tram Ardent, promet 10% de retour à ses investisseurs. Ces 10%, c'est le coût du capital qui est payé par la collectivité. Au final, la ville paiera une redevance à cette société durant 30 ans qui se montera en dizaines, voire en centaines de millions. L'accord montre pourtant clairement ce chemin-là. C'est même la première ligne du chapitre 5 sur la politique d'investissement. Le gouvernement entend mener une politique active et ambitieuse en matière d'investissement public et privé. Dans le chapitre 27, à propos des infrastructures sportives, c'est carrément explicite puisqu'on peut y lire « promouvoir et favoriser, lorsque c'est justifié, le financement d'infrastructures par des opérateurs privés, PPP, recours au naming, etc., en vue d'augmenter les sources de financement possibles pour le secteur. » Un accord sans budget. Un gouvernement qui n'a pas réellement la volonté de tourner le dos aux règles budgétaires européennes. Des pistes envisagées comme ces coûteux PPP, comme des économies dans la fonction publique ou comme la vente d'immeubles ou de parts publiques de certaines entreprises. Un gouvernement qui n'envisage pas d'aller vers plus de justice fiscale. Cet accord est celui du flou, mais surtout, il donne l'impression que d'une manière ou d'une autre, c'est le citoyen qui finira par payer. À propos du logement, nous sommes face, dans notre région, à une véritable urgence sociale. Nous avons en Wallonie 40 000 personnes sur liste d'attente pour avoir un logement social. Ce chiffre est même en partie sous-estimé, puisque l'IWEPS, l'Institut statistique de Wallonie, évoque même un besoin de 150 000 logements supplémentaires en Wallonie à l'horizon 2026. Sans compter toutes ces personnes qui vivent dans des logements insalubres dans lesquels vous ne voudriez même pas rester 2 jours. Toutes les études montrent qu'il y a essentiellement 2 moyens de résoudre cette crise du logement. Instaurer une grille contraignante pour stopper l'augmentation des loyers, mais ça, votre gouvernement s'y refuse et préfère laisser faire l'arbitraire du marché et développer un large parc de logements sociaux pour répondre aux besoins. Et là, votre proposition, c'est de construire 3 000 logements. 600 logements par an, soit de quoi satisfaire 7,5% des besoins. Là, vous allez me dire, ce que vous dites est faux. Nous avons écrit 12 000 logements. C'est vrai. Mais quand on y regarde de plus près, votre engagement reste insuffisant. Vous dites 3 000 nouvelles constructions, 6 000 nouvelles acquisitions de logements par les agences immobilières sociales et 3 000 logements vides à rénover. Vous évoquez 6 000 logements publics qui seraient gérés par l'AIS. Mais nos citoyens peuvent bien savoir qu'il s'agit là de logements privés. Ils sont d'utilité publique le temps de leur gestion par l'AIS, mais après un certain nombre d'années, ils retournent simplement dans le privé. Les acteurs de terrain constatent de plus en plus que c'est un bon placement pour certains investisseurs, mais que c'est une solution coûteuse et peu durable pour les pouvoirs publics. Votre ambition en matière de construction de logements est bien trop basse en rapport avec les besoins, et de plus, ce ne sont que des promesses. Au cours des 10 dernières années, les gouvernements PS, Écolo, CDH s'étaient engagés à construire 6 000 logements publics. On s'est finalement retrouvé avec 2 000 logements publics en moins. Sur le plan de l'économie, les accords de ce gouvernement sont la stricte continuité de ce qui n'a pas fonctionné au cours de ces 25 dernières années. La source d'inspiration de ce gouvernement reste le Conseil de l'industrie, ce cercle constitué par et pour les plus grosses multinationales de la région comme GSK ou Alstom. Il est indiqué dans le texte que le gouvernement prendra en compte leurs recommandations. Mais que proposent ces recommandations? Dans un rapport sur la politique économique régionale sorti en 2017, et dont Monsieur le Président de cette Assemblée nous disait qu'il s'imposait à tous, il mettait en avant les mesures suivantes. Maintenir notre compétitivité salariale, et donc continuer à bloquer les salaires des travailleurs wallons. Soutenir une fiscalité favorable aux entreprises, ce qui veut dire baisser impôts et taxes sur les grosses entreprises. Flexibiliser le temps de travail et ne plus compter le temps sur une semaine, 1 mois, ni même 1 année, mais sur 6 ans. Et rendre les travailleurs totalement dépendants des besoins des entreprises. Ce gouvernement veut aussi la poursuite de la logique du plan Marshall, avec ses pôles de compétitivité qui sont tous dirigés par des multinationales. Cette stratégie pose les problèmes suivants. Les ressources de la région wallonne sont mises au service des multinationales
et non pas mobilisés pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de notre région. C'est le cas de la recherche, de la formation et des moyens financiers publics. Et tout ça, au final, pour stimuler la production de produits qui correspondent à la possibilité pour ces boîtes de faire des bénéfices et pas du tout pour répondre à nos besoins. Les retombées en termes de croissance économique et d'emploi sont limitées. Des études le confirment. Des études de l'IWEPS ou de l'Université de Louvain démontrent que le plan Marshall rapporte peu en termes d'emploi ou de croissance économique, mais coûte fort cher au pouvoir public. Cette orientation augmente la dépendance de la Wallonie vis-à-vis des multinationales. Le CRISP a ainsi constaté que 25% des emplois sont offerts par des multinationales. La dépendance vis-à-vis de l'étranger est d'autant plus forte qu'elle se concentre sur un petit nombre de très grandes entreprises. Ce quart de l'emploi est contenu dans un peu moins de 2% des entreprises présentes en Wallonie. Et pourtant, le prochain gouvernement veut tout faire pour s'appuyer encore plus sur ce type de multinationales. Au niveau de l'emploi, l'accord dit que le problème, c'est la formation. Les gens doivent se former plus. Ils doivent se former aux métiers en pénurie. Mais moi, je connais plein de jeunes qui passent leur temps à se former, mais qui ne trouvent pas de travail. Le vrai problème est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Il faut en créer. Depuis 2010, 72 000 travailleurs ont été victimes d'un licenciement collectif dans notre pays, dont la plus grande partie en Wallonie. En 2010, AB InBev décidait de supprimer 800 emplois, tout en distribuant 1 milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires. En 2013, Caterpillar Gosli supprimait 1400 emplois avant de fermer définitivement ses portes en 2016, avec à la clé la perte de 2200 emplois, alors que la multinationale faisait plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 785 millions de dollars. En 2018, c'est Carrefour qui annoncera la destruction de plus de 1200 emplois, et ce, avec la bienveillante complicité de Sabine Laruelle, ancienne ministre libérale et actuellement députée au sein de notre Assemblée. Cette dernière était alors membre du conseil d'administration de Carrefour, tout en étant membre du cabinet, c'est à remarquer, de l'ex-ministre MR de l'Emploi, Pierre-Yves Giolet. Encore plus près de nous, début 2019, il y a eu aussi cette annonce de restructuration faite par le groupe NLMK. D'après la direction de cette entreprise, la survie de l'implantation à Ytre exigeait le licenciement de 290 travailleurs. Ce qui étonne dans ce dossier, c'est que la Sogepa, bras financier et public du gouvernement wallon, possède près de la moitié des parts de cette entreprise et a pleinement approuvé le plan de licenciement au lieu de protéger les emplois. On aurait attendu un signal fort de la part du PS et du MR qui détiennent actuellement les leviers de commande de la Sogepa, une volonté de briser avec le passé en mettant comme priorité la protection de l'emploi là où justement les pouvoirs publics peuvent le faire. Mais on ne trouvera rien de tout ça dans cet accord. On ne s'étonnera donc pas que la priorité des Wallons est d'avoir un emploi stable avec un salaire décent. Cela devrait être l'objectif de toute majorité gouvernementale pour répondre à l'urgence sociale. Actuellement, 139 000 chômeurs wallons sont en attente d'un emploi, sans compter toutes les personnes exclues du chômage par les soins du gouvernement fédéral de M. Durupo et suivant, et même exclues définitivement avec ardeur par les récents gouvernements régionaux wallons. Vous parlez de généraliser la garantie jeune déjà mise en place à Bruxelles par Actiris. Nous avons déjà vu les conséquences que pouvait avoir cette mesure. Ces formations ou stages subsidiés, dont jusqu'à 75% du salaire est payé par la collectivité, constituent une opportunité pour les multinationales des secteurs du commerce, du transport, du nettoyage, de l'industrie et de l'ORECA. Les employeurs empochent les primes à l'embauche et lorsque la période de prime se termine, le travailleur est souvent mis dehors et remplacé par un autre, afin de redémarrer un nouveau cycle de primes. C'est ce que les syndicats appellent l'effet carrousel. Une étude de la FGTB révèle aussi qu'en 2017, 56% des jeunes travailleurs bruxellois sont confrontés aux contrats précaires. En 2013, ce n'était encore que 37%. C'est la garantie jeune, entre autres, qui accélère ce mouvement. Ensuite, disons un mot sur les métiers en pénurie. Le mot pénurie, à propos des emplois, apparaît 24 fois sur 122 pages dans le texte. La majorité a complètement repris à son compte le mythe libéral des métiers dits en pénurie. Est-ce que ça veut dire
Que des difficultés d'embauche ne peuvent pas exister pour certaines fonctions? Évidemment oui. Est-ce que ça veut dire que le fait de trouver des personnes pour ces fonctions va faire avancer d'un chouïa la problématique du chômage? Évidemment non. Il y a 2 ans, la FGTB et le CEPAC se sont livrés à une étude des métiers dits en pénurie. Ils ont passé au crible 1575 offres d'emploi portant sur 9 métiers en pénurie. Ils constatent que pour ces métiers, le problème essentiel, c'est le nombre de freins qui empêchent les chercheurs d'emploi de s'en saisir. L'obligation d'avoir une expérience professionnelle, l'obligation d'avoir un permis de conduire, ou même un véhicule personnel, la précarité du contrat de travail ou la difficulté du régime de travail, l'obligation d'avoir un diplôme ou un agrément, l'obligation de rentrer dans un plan d'embauche ou encore l'obligation de postuler seulement via courrier électronique. Ce n'est pas la formation ou même les incitants qui résoudront la problématique des métiers en pénurie. C'est en premier lieu la possibilité d'avoir un métier décent, stable et correctement payé. Les métiers en pénurie le sont car ce sont des jobs de mauvaise qualité. Et la fonction publique dans tout ça? Le peu de pistes de financement pour les différents projets du gouvernement et la volonté de revenir à l'équilibre budgétaire en 2024 nous font clairement comprendre que les travailleurs de la fonction publique subiront les conséquences des efforts budgétaires. Et les différentes mesures prévues dans la déclaration de politique régionale ne nous laissent présager rien de bon sur ce point. Suite à la politique de non-remplacement des départs, la pression sur le personnel est très forte. Les termes enveloppe personnelle ou la logique de responsabiliser les différents départements ne rassurent pas. Il y a de la part du gouvernement un refus de considérer les préoccupations syndicales à propos de la surcharge de travail. Dois-je vous rappeler les actions de protestation organisées par les travailleurs de la ville de Charleroi durant les mois de mai et juin dernier? Le PTB est pour une toute autre politique en matière d'emploi et d'économie. Nous voulons une politique basée sur l'investissement public, tout le contraire de ce que vous faites. Nous voulons assurer des emplois de qualité qui puissent aider à une vraie transition climatique. Des emplois de qualité pour, par exemple, construire et rénover les logements sociaux dont nos citoyens ont besoin. Des emplois publics de qualité pour répondre aux besoins de la population. Vu l'actualité, il est évident, nous devons aujourd'hui évoquer la question de la transparence et de la bonne gouvernance. Vous qui serez vendu dans le plus grand secret à un fonds d'investissement américain. Brutelé qui suivrait dans la foulée. Stéphane Moreau qui s'arrange pour que son ami le millionnaire Francis Fornieri puisse se servir au passage en achetant et en privatisant Win, une filiale de Netis. Les membres de la direction de l'ISPPC, l'intercommunale de santé à Charleroi, quelques semaines plus tôt, qui décident de s'augmenter de 40% ou qui décident de créer un poste à 200 000 € par an sur mesure pour Thomas Alden, le demi-frère de l'ex-président du MR Olivier Chastel. Ce comité directeur est même soupçonné par certains d'avoir manipulé le conseil d'administration pour arriver à ses fins. Et vu le peu de précipitation que ce Parlement démontre à éclaircir certains dossiers, je pense que c'est effectivement essentiel d'en parler. Bref, les faits démontrent que 3 ans après le scandale Publifin, pratiquement rien n'a changé dans les mœurs politiques de certains partis wallons. Et le nouveau gouvernement wallon n'a pas l'air de vouloir faire de la gouvernance une priorité. Dans le texte de l'accord, il n'y a rien à propos de la limitation des rémunérations via un plafond de 100% du salaire d'un parlementaire. Grâce à vous, un député de cette Assemblée peut continuer à gagner jusqu'à 9 000 ou 10 000 € par mois en cumulant les mandats. Il n'y a rien non plus sur une remise en question du système des indemnités de départ. À Charleroi, cette indemnité a concerné cette fois-ci des députés qui ont touché entre 50 000 jusqu'à 180 000 € à la fin de leur mandat. Indécent lorsqu'on voit les difficultés sociales auxquelles sont confrontés nos concitoyens. Il y a 13 fois le mot transparence dans le texte des accords. Mais il n'y a jamais les mots transparence des mandats et des rémunérations. C'est pourtant tout sauf secondaire. Un homme ou une femme politique doit être là pour se mettre au service du citoyen, pas pour se servir sur le dos des citoyens. 3 mesures dans ce texte manquent cruellement pour avancer sur ce point. Publication des mandats publics et privés des élus et des membres de cabinet pour prévenir les conflits d'intérêts. J'ai déjà évoqué le cas de Mme Laruelle dans le dossier Carrefour. Publication des rémunérations et diminution des salaires des députés et des ministres. La présence perpétuelle de Stéphane Moreau dans les structures Enodia Netis démontre à elle seule le peu de volonté des gouvernements
qui se sont succédés à faire changer les choses. Ce fait d'actualité éclaire d'une autre lumière la proposition contenue dans l'accord. 3 ans sont passés depuis public fin et vous décidez d'attendre encore 6 mois avant de prendre des mesures. C'est maintenant qu'il faut mettre dehors Moreau et consorts. C'est maintenant qu'il faut se battre pour le maintien du caractère public de nos intercommunales. Elles sont là pour rendre un service de qualité et bon marché aux citoyens, pas pour servir les désirs mégalomanes de profit de quelques-uns et de ceux qui les couvrent. On ne peut plus attendre pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et reprenne la main sur ces intercommunales. Ces 6 mois d'attente étaient incompréhensibles. Aujourd'hui, ils sont inacceptables. Tout n'est bien sûr pas mauvais dans cet accord. Une chose qui est positive, c'est par exemple l'organisation du transport gratuit. C'est un pas qui va dans le bon sens sur le plan social et sur le plan écologique. Nous avons commencé ce combat il y a 3 ans. Et nous étions bien seuls au début. Aucun parti ne voulait soutenir cette idée. Voilà qui montre que nous, et tous ceux qui ont soutenu cette idée, avons eu raison de nous battre et que nous pouvons peser sur le débat politique, même sans être dans une majorité. C'est une leçon à retenir pour les prochaines années. Une remarque, tout de même, ça aurait bien sûr été mieux d'étendre la gratuité à toute la population. C'est la seule manière d'opérer un transfert modal efficace. Un doute ? C'est le responsable politique, Philippe Henry, qui a mis fin à la gratuité des seniors en 2013, qui est censé mettre la mesure de gratuité partielle en place. Est-ce vraiment crédible ? Au fond, derrière l'écran de fumée, il y a les renoncements et les mêmes vieilles recettes libérales. Il y a encore beaucoup de flou dans l'accord, mais tout ce qu'on voit entre les lignes, ou tout ce qu'on ne voit pas encore, confirme qu'on ne met pas les choses en place pour répondre réellement aux urgences sociales, climatiques et démocratiques actuelles. Pour répondre aux besoins, il faut une remise en cause fondamentale des politiques menées jusqu'ici. Il y a besoin d'investissements publics, de rompre avec le carcan budgétaire européen pour pouvoir investir massivement dans le logement social, dans l'enseignement, la mobilité, les services publics et les énergies renouvelables, afin de produire une énergie verte et bon marché. Cela permettra de répondre aux besoins et également de créer de l'activité économique et des emplois de qualité. Mais cela nécessite de rompre avec les traités européens d'austérité qui empêchent actuellement ces investissements. Sans quoi, toutes les promesses et engagements concernant l'ambition climatique, la mobilité, l'énergie, logement, etc. ne pourront pas être réalisés, comme on l'a vu avec les gouvernements précédents. Les accords du gouvernement wallon me font penser à cette bouteille que je vous ai apportée. Elle est sympathique, pleine de mots d'attention, rafraîchissante. Mais si on veut savoir ce qu'elle cache, et c'est ce qui va se passer avec vos accords, c'est que finalement, la stratégie fondamentale du gouvernement, elle sera classique, libérale, celle qui a été appliquée pendant 25 ans et qui n'a rien donné. Exactement. Monsieur Durupeau, vous aviez, au moment de votre speech, cité M. Kennedy, je citerai M. Albert Einstein, qui disait « La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. » Merci pour votre écoute.